tout cas, on est très content de venir vous présenter. C'est principalement le livre qu'on a écrit avec Ismail, The Design Token Book. C'est un livre qu'on a mis un an à rédiger. On a mis un an à rédiger, ouais. À mettre en place, à faire relire, pour avoir aussi différents cases, parce qu'on a dans le livre un case de Decathlon, un case de Thales et un case d'Open Classroom. Et plein d'ateliers que tu as conçus, plein de citations. Enfin voilà, il y avait pas qu'un travail de rédaction, il y avait aussi tout un travail de contacter des gens et essayer de récolter un maximum de retours d'expérience intéressants. On fait un petit résumé quand même de tous les meet-up qu'on a fait avant. En fait, il y a eu 3 séries de meet-up à Paris. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a les replays et que ça vous permettra peut-être après d'aller creuser les sujets. Le tout premier, on l'a ouvert avec Specify et Carrefour. L'idée pour à chaque fois, c'était d'avoir un outil proposé qui propose vraiment une gestion des design tokens assez bien intégrée, et puis un retour d'expérience d'une entreprise qui les a mis en place. Et donc aujourd'hui sont disponibles les 2 premiers sur la chaîne YouTube de Front Guys. Ouais, les 2 premiers replays. Arrivera le 3e très prochainement. Ouais, il est déjà monté. On est en train de faire quelques petites correctifs. Enfin, voilà, il va arriver très vite. On vous passera les liens. Il y a notamment sur le site dédié au livre designtokenbook.fr. Vous retrouverez tous les liens qu'il y a dans le livre, mais aussi une page avec tous les meet-up, les replays et les liens. Et donc, on va présenter les speakers de ce soir. On va commencer. Louis, tu veux venir te présenter ? Yes, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Louis Chenet, cofondateur de Specify. Je vous la présenterai brièvement tout à l'heure. Et également, je fais partie du Design Tokens Community Group, groupe de travail pour l'élaboration d'un format standard au niveau des design tokens, que je vous présenterai également tout à l'heure. Voilà, ravi d'être ici. Merci. Et donc, Ismail Amila, Design System Manager en freelance, et donc co-auteur du livre The Design Token Book. Et moi, Adrien Gibra, je suis développeur front-end. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Front Guys, qui est une agence de conseil centrée sur l'expérience utilisateur. On a des designers et des développeurs, et on fait principalement, on fait du design et du développement. Sur la partie design, ça va de l'UX Research à les design ops, mettre en place des design systems, et aussi la partie développement front-end, quoi. Très heureux d'être là ce soir, et on pourra aussi discuter après l'événement avec grand plaisir. Donc ce soir, au menu, on va vous parler de c'est quoi les design tokens, pourquoi les design tokens, rentrer un peu plus dans les concepts de nomenclature, en fait, comment au mieux nommer ces différentes prises de décision qu'on appelle des design tokens et qu'on va transformer par la suite en variables, vous parler des outils et également de l'automatisation qui est un peu un des arguments principaux des design tokens. Mais déjà, pour commencer, en fait, si vous cherchez design token sur Google, alors le premier résultat a changé cette semaine, mais la semaine dernière, c'était encore celui-ci. Oui. Et donc, c'était les design tokens sont des éléments de base utilisés pour définir les propriétés visuelles et fonctionnelles d'un design system. Alors, pour le coup, moi, je suis pas complètement d'accord avec cette définition parce que je la trouve un peu trop limitée. Et donc, j'ai préféré, pour une première définition, vous proposer celle-ci. Donc, les design tokens, sont des éléments de base qui définissent le patrimoine visuel d'une marque et qui est un sous-ensemble du design system. Et pour qu'on comprenne un peu mieux, dans le prolongement, de l'atomic design. Et donc, si on reprend en fait l'anatomie du design system qui a été proposé par Ben Callahan, justement, il va considérer que le premier élément d'un design system, c'est ses fondations, que les tokens sont l'élément suivant qui vont en réalité être une sorte de traduction de ces fondations et un peu plus. Et ensuite, on va avoir le core system et les composants. Et donc, je vous parlais d'Atomic Design et je vous ai repris en fait un petit schéma en reprenant la métaphore de Brad Frost. Et si on reprend en fait cette métaphore d'Atomic Design avec justement ce côté atome, molécule, organisme et template, en fait, les design tokens seraient en amont
des atomes ou au niveau des atomes. Ça va dépendre en fait des considérations de chacun, parce que certains considèrent qu'un bouton est un atome, d'autres vont considérer que un bouton est plutôt une molécule qu'un atome. Donc on va éviter de s'engouffrer dans ce débat qui en réalité n'a pas très grand intérêt, parce que personnellement je considère en fait que cette métaphore est très intéressante en fait pour vulgariser le sujet, mais pas forcément par exemple en mission, j'en parle pour l'évangélisation du concept de design system, et après par contre je vais pas à chaque fois que je conçois un composant dire voilà, ce composant est une molécule ou un atome ou un organisme. Ça n'a pas très grand intérêt. Et donc en fait les design tokens, on a toutes ces différentes typologies. On va pouvoir y stocker des couleurs, des dimensions, des durées, des familles typographiques, etc. Je vous laisse lire la slide. De toute façon, elle va être complétée juste après, mais vous voyez qu'il y a quand même différents types et que ça couvre un grand nombre de formes de décision design. Et donc tout ça, en fait, certains vont être simples et certains vont être composites. Des composites, en fait, ça va être un objet qui en intègre plusieurs autres. Un ensemble. C'est un ensemble. C'est-à-dire que la bordure, ça va être une couleur, une largeur, un style de bordure. Vous voyez que c'est juste la combinaison de différentes valeurs. Et chacune de ces valeurs est une distance, une couleur de type elle-même différente. Et donc c'est composite, c'est juste une composition de différentes valeurs, tout simplement. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des valeurs simples et des valeurs composées. La partie structure, vous pouvez presque l'oublier, c'est plutôt pour le stocker dans le JSON et pour pouvoir faire transiter la data après. Et donc des fois on a besoin d'un tableau, d'un objet ou d'autre chose, mais c'est pour du stockage, quoi. Et c'est en soi c'est des structures de stockage et pas de contenu, il n'y a pas de valeur en soi dedans. Ouais. C'est des considérations purement techniques et purement dev pour le coup. C'est ça. Et en fait, juste pour citer la source, ce schéma, on l'a récupéré de la conférence Kim à London de notre très cher ami Louis Chenet et James Nash. Et donc, en fait, les design tokens sont avant tout une méthodologie et pas simplement des variables. Je vais vous avouer que moi, quand on me dit des design tokens, c'est des variables, j'ai tendance à avoir le poil qui s'érisse un peu. Et du coup, je vous ai mis cette citation de Jinan, qui est une en fait des personnes qui a impulsé les design tokens et le groupe Design Token Community Group dont vous reparlera Louis par la suite. Mais en fait, elle explique que c'est une méthodologie et le fait de dire que c'est juste des variables, ça revient à dire que des media queries, le responsive design, c'est juste des media queries. Et je trouve la métaphore juste absolument parfaite. On va commencer à parler un peu de comment les design tokens peuvent être, on va dire, classifiés ou architecturés à l'intérieur d'un design system. On y reviendra un peu juste après. Là, je donne un exemple. C'est l'exemple d'Atlassian. Je crois que c'est la façon dont Atlassian organisait ses tokens à deux époques différentes. J'ai eu du mal à retrouver exactement la source, mais je suis sûr qu'ils avaient une première version et une seconde version. Ce qui est important de voir, c'est que on retrouve ce que vous retrouverez partout, l'architecture de, au départ, une couleur. Là, c'est un exemple d'une couleur, mais c'est juste une valeur. Mais cette valeur va être nommée et stockée dans des valeurs qu'on peut appeler, ou dans des design tokens, pardon, qu'on peut appeler ceux du corps. C'est là où on va mettre toutes les options possibles. Vous avez un nommage qui va être hyper neutre, avec le nom de la couleur et puis peut-être des chiffres en fonction de la luminosité ou de d'une palette de couleurs qui va du blanc vers le plus foncé, du plus clair au plus foncé. Ensuite, vous allez avoir des alias qui vont vous permettre de renommer ça pour donner un peu de contexte d'utilisation. Et enfin, vraiment, certains nommages qui vont porter un sens et qui vont être liés à un usage très précis, sémantique. Et cette organisation, on en reparlera juste après avec les tiers, souvent on appelle ça des tiers, elle peut un peu varier tout au long de la vie du design system. Là, on a bien deux
organisations qui sont très très proches, mais dans la deuxième version, ils sont allés jusqu'à des design tokens avec une utilisation spécifique pour un composant. Voilà. Et donc là, on va en reparler juste après. Je te passe la main d'ailleurs pour la suite de l'architecture. Ouais, mais même avant de passer à la prochaine slide, il faut aussi bien voir que en dessous de la valeur, on va avoir l'option. Donc l'option, ça va être le corps. On ne parle pas encore de où est-ce qu'on va l'utiliser. On parle juste d'une palette d'options qui vont pouvoir être utilisées par les différents concepteurs. J'aime bien parler de concepteurs pour en fait intégrer directement designers et développeurs et en fait toute personne qui va travailler en fait à la conception d'un produit qui soit digital ou pas d'ailleurs, ou d'une expérience au global, et les prises de décision qui sont finalement l'alias de l'option, qui va être nommé avec pourquoi finalement on a pris cette décision-là. Voilà, c'est un schéma d'Oscar González que j'aime beaucoup, qui est la pyramide d'abstraction. On voit en fait qu'on part d'une valeur, que cette valeur on va l'abstraire dans une première variable qui va être une variable d'option, qui décrit simplement ce que c'est, mais pas à quoi ça sert réellement. Et après, justement, on abstrait encore cette variable dans des prises de décision, dans, par exemple, on peut appeler ça un design token commun ou générique ou sémantique. Il va y avoir pas mal d'adjectifs qu'on va pouvoir lui coller pour finalement arriver au composant. Donc le générique, ça va être le fait de considérer que le Purple 500 est une couleur d'action, et finalement on va coller ça à un composant en disant que c'est la couleur de fond du bouton. Et on a le modèle de Brad Frost. Ouais, et qui revient en fait, vous voyez vraiment l'idée revient à chaque fois. Ce que je trouve intéressant dans la visualisation que propose Brad Frost, c'est qu'il y a une petite réalité du terrain qui transparaît un peu plus. C'est que dans tout design system, la partie définition qu'on pourrait appeler les design tokens core, comme on vous l'a montré tout à l'heure, et la partie usage qui serait plutôt la partie avec un peu de sémantique, on commence à dire où est-ce qu'on va les utiliser. Celle-là, elle est indispensable, elle est partout. Sans cette partie-là, vous n'avez pas des design tokens qui sont exploitables, où ça va très vite devenir une jungle incroyable. Et la partie composant est un peu à l'extérieur. C'est pas dans tous les design systems qu'on a besoin de design token, et c'est pas dans tous les design systems qu'on a besoin d'aller très profondément à l'intérieur des composants. Et très souvent, la façon dont on le déploie, c'est on a d'abord des options de base dans lesquelles on essaie de mettre une sémantique et d'organiser son travail, et ensuite on va vers les composants. Et elle se voit un peu plus ici. Et on voit aussi que l'application d'un thème se fait sur les 2 premiers tiers. C'est via les 2 premiers tiers qu'on va pouvoir créer, configurer les différents thèmes qui sont un des cas d'usage des design tokens, pardon. C'est vrai, et qu'on évite de redonner dans son... Si jamais on crée un système de thème, on évite de donner la main jusqu'aux composants, parce que sinon ça donne un nombre de paramétrages et d'options qui deviennent complètement incroyables. Donc par défaut, on essaie d'avoir quelque chose avec peu de valeur, on est capable de repersonnaliser plein de choses de façon cohérente. Parfois, il faut aller personnaliser un composant, mais ça doit être l'exception et vraiment pas la règle. Et donc, j'aimerais bien finir sur cette définition qui est un peu plus complexe, de dire qu'en fait, un design token, c'est une décision design dans un contexte spécifique ou qui traduit un contexte spécifique, qui va se matérialiser par une ou des variables plus ou moins abstraites, qui va être stocké dans un format agnostique pour véhiculer des caractéristiques visuelles de marque à travers l'ensemble des supports numériques. On fera pas plus long, celle-là, elle est complète. Et c'est pour ça que je vous l'ai pas mis au début, parce que l'idée, c'était quand même de pas vous perdre dès la première slide. Mais justement, en fait, l'agnosticité, pour moi, c'est un des concepts les plus importants des design tokens, d'où le fait que ce soit stocké en JSON. On y reviendra à la fin. Mais l'agnosticité, elle est vraie jusqu'à un certain point. Quand on arrive en fait au niveau du composant, vu qu'on va répondre à un certain support et une certaine plateforme, donc une certaine technologie, on n'est plus réellement agnostique. Une fois que cette intro est faite, on a posé toutes les bases un peu théoriques, on voudrait vraiment réinsister sur quels sont les cas d'usage. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de mettre en place des design tokens ? En réalité, il y en a quand même beaucoup. Ça reste, je l'ai déjà dit, mais je le répète, peut-être tous les design systems n'ont pas besoin de design token, mais par contre, il y a quand même beaucoup de cas d'usage où ça peut être très intéressant.
Je vais commencer par ce petit mème qui. Mais pourquoi ajouter des design tokens parce que ça ajoute quand même un certain niveau de complexité. Et donc on peut aussi se poser la question de pourquoi on y va. Et en fait, oui, des fois il y a d'excellentes raisons. Petit retour d'expérience. À chaque fois, j'ai essayé de. On va aller peut-être du plus évident au plus précis. Enfin, l'ordre, non, en fait, je suis pas sûr. Mais à chaque fois, j'ai essayé de mettre le cas du rebranding quand même très 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 fréquent, et donc j'ai voulu le mettre en premier. Et j'ai mis Decathlon parce que dans les retours d'expérience que nous ont fait Decathlon, l'introduction des design tokens était liée à ce rebranding, et c'était une occasion de venir remettre un peu de cohérence dans le cas de ce rebranding et de permettre de venir modulariser un petit peu ce dont ils avaient besoin dans leur rebranding. Celui-là, il est assez évident. Il y aurait plein d'autres cas. Il y en a un autre qu'on a retrouvé d'ailleurs je pense chez plusieurs entreprises. Il y a différentes variantes, on en parlera juste après. Pour le cas de Carrefour, c'était de réunifier plein de systèmes très variés, très différents. Notamment, ils avaient des systèmes à l'étranger, des systèmes avec des magasins qui leur appartenaient, puis d'autres qui étaient des licences, et où le système des designs était complètement séparé sur des systèmes informatiques séparés, sur des conventions de design séparées, notamment à l'étranger, en Amérique du Sud ou ailleurs. Et en fait, les design systems et le design token permettent d'avoir un langage commun qui va traverser ces différents systèmes qui sont très hétéroclites. Et au-delà des localisations, il y a aussi les différents produits qui sont du B2B, du B2C, de l'interne, pour la supply chain et compagnie. Donc c'est extrêmement riche. On n'imagine pas le nombre de produits qu'il y a côté Carrefour. C'est ça, c'était un écosystème complet et il fallait un trait d'union entre tout ça. S'adapter à de multiples plateformes. Quand je parle de plateformes, c'est plutôt les plateformes utilisées par les utilisateurs, mobile, web, écran de télé, box de télé. Donc il y a de l'embarqué, il y a du mobile, il y a du grand public, des choses plus, la volonté aussi parfois d'avoir des choses brandées pour certaines marques, etc. Donc ça donne des expériences utilisateurs sur des plateformes extrêmement variées. Et ça, c'était le cas notamment du retour d'expérience de France Télévisions, où leur but était d'avoir avec le système de design token vraiment des éléments de graphiques et visuels qui soient partagés partout. Et en particulier, eux, leur retour principal, c'était vous imaginez pas la variété de capacités d'affichage qu'il y a sur les télés embarquées, les box, etc. C'est un vrai challenge. Et c'est pas toujours possible de partager les mêmes composants, et donc il faut partager quelque chose de plus petit, le design token. Et même au-delà de ça, on peut aller plus loin. C'est pas le cas de France TV, mais on peut avoir des systèmes embarqués en magasin, on peut avoir des frigos connectés, des montres connectées. En tant que designer, on va avoir à traiter de plus en plus d'interfaces utilisateurs différentes, et les design tokens vont nous aider à avoir une vraie cohérence sur l'ensemble des interfaces et donc une expérience de marque cohérente. Je crois qu'il y a Apple là qui est en train d'essayer qui a proposé une espèce de design system pour faire des interfaces de voitures qui vont jusqu'aux interfaces du compteur, etc. Enfin, ça va assez loin. Donc effectivement, il y a plein d'endroits possibles pour afficher son design. Je reviens sur Atlassian. Eux, on va dire que je pense qu'ils avaient un usage qui était de remettre en cohérence plein de marques et plein de produits assez variés. Et donc là, il y avait une volonté d'avoir une cohérence visuelle qui se décline après dans plein de produits différents. Et donc aligner de multiples marques et de multiples expériences. C'est aussi un cas d'usage assez fréquent. Enfin, assez fréquent. Pour les design tokens, après, tout le monde n'a pas autant de marques qu'Atlassian. Un qui est par contre beaucoup plus commun et qui est beaucoup plus partagé par beaucoup d'acteurs, qui était de remettre de la cohérence visuelle dans ces interfaces. Le retour d'expérience d'Open Classroom, eux aussi, j'aurais presque pu les citer sur la partie rebranding, mais ils nous avaient beaucoup parlé de cohérence et notamment du nombre de couleurs qu'ils avaient dans leurs interfaces. En plus, ils ont un système où ils avaient des couleurs par thématique de formation. Et donc vraiment un besoin de panéliser les couleurs qui était hyper important. Ils utilisaient beaucoup de variations de couleurs.
Et par ailleurs, ils avaient besoin après de remettre tout ça en cohérence, surtout quand on a un design system qui a vécu, qui a beaucoup servi et qui a été en production depuis longtemps. Il y a toujours un besoin de remettre en cohérence. Et le chantier des design tokens est souvent une bonne initiative pour commencer ce genre d'opération. Un gain, j'ai presque envie de dire un effet secondaire très positif, qui est que comme ça commence à créer des ponts et qu'on a la possibilité d'aller vers l'automatisation, de transformer les design tokens en code pour qu'ils soient directement exploitables avec les développeurs, et ben ça augmente vraiment le besoin de collaboration, la nécessité de collaboration entre les designers et les développeurs, notamment y compris sur des choses qui sont pas techniques comme la nomenclature. Ça amène énormément de discussions et de collaboration, et la mise en place d'un chantier de design token est souvent aussi le point de départ d'une collaboration beaucoup plus poussée. Je rajouterais même que la collaboration interdisciplinaire est indispensable. Moi, je considère en fait que des design tokens faits que par des designers, ce sera pas quali, et des design tokens faits que par des devs, ce sera pas quali non plus. On a besoin de mélanger nos structures mentales pour justement arriver sur un terrain d'entente et réfléchir ensemble. Parce que pour moi, un des trucs principaux des design tokens, un des bénéfices principaux, au-delà des bénéfices opérationnels, il est méthodologique, et c'est le fait de rendre les prises de décision subjectives, objectives, en les re-questionnant en équipe. Et c'est Thalès qui, dans son retour d'expérience, en a beaucoup parlé en disant qu'il y a eu vraiment une collaboration qui était indispensable et qu'ils ont mis en place et travaillé. Mais The Fork aussi récemment, où on a fait un meet-up où c'était vraiment un retour d'expérience non seulement entre designers et développeurs, mais aussi avec leurs stakeholders, beaucoup de communication, beaucoup de collaboration et d'organisation de cette collaboration. Il y a aussi parfois la volonté de pouvoir faire des modifications de design et d'aller beaucoup plus vite en production. Le fait qu'il y ait de l'automatisation, le fait qu'il y ait des transformations qui puissent être... techniquement, on appelle ça des pipelines de transformation, c'est-à-dire qu'il y a une modification qui est faite, et puis on reconstruit le produit, puis on peut le mettre en production beaucoup plus rapidement. Ça peut être aussi une raison de mettre en place les design tokens. Ça a été notamment... Alors, c'était pas la raison pour Scaleway de le mettre en place, mais ça a été un des effets bénéfiques qu'ils ont pu observer, voire même un des témoignages d'un développeur avec qui je discutais disait que la dernière modification de couleur ou en tout cas d'un élément de design qui avait été fait par un designer, il l'avait vu une fois que c'était en prod. Lui, il avait fait aucune intervention dessus. Ça y est, c'est cool, ils l'ont fait. Et donc ça permet d'accélérer beaucoup. Tout le monde n'a pas ce besoin-là, mais ça peut être une raison intéressante. Une des raisons qui me plaît vraiment énormément, c'est la possibilité de supporter beaucoup de modes et de contextes. Alors on pense tout de suite au dark mode. En réalité, il y en a plein d'autres. Et il y en a plein d'autres qui, en plus, j'ai mis un petit logo là, mais c'est vraiment qui sont supportés par la plateforme web. Alors on l'a pas forcément partout aussi sur le mobile, mais je sais pas si vous le saviez, mais en CSS notamment, on a des media queries maintenant pour le dark mode, c'est le prefer color scheme qui permet automatiquement de switcher dark ou light en fonction des préférences de l'OS, qui elles-mêmes sont héritées dans le navigateur. Mais on peut aussi choisir et dire qu'on préfère une interface avec un fort contraste. Et donc là, on fait sauter peut-être quelques couleurs, on augmente un peu les tailles de texte. Enfin, on sait qu'on a quelqu'un qui a besoin d'avoir une lisibilité maximale de l'interface et du texte. Il y a aussi la possibilité d'avoir des media queries sur reduce motion. Donc, on évite les transitions longues avec des animations qui font bouger beaucoup d'éléments sur l'interface. Et il y en a plein d'autres qui sont en train d'être spécifiés et qui arrivent. Le reduce transparency, c'est éviter des systèmes de gestion de transparence. Donc c'est un peu niche, mais il y en a un qui est intéressant et qui touche moins l'interface directement, mais c'est dire qu'on préfère des interfaces qui consomment moins de données. Donc ça va dire qu'on va réduire
la bande passante utilisée par une vidéo, peut-être réduire la densité d'informations dans un écran, si jamais on est sur des listes. Ça peut avoir plein d'impacts sur et le visuel et vraiment l'expérience utilisateur. Et donc en fait, tous ces modes contextuels vont aussi pouvoir servir à répondre à des questions de handicap. Et d'ailleurs, c'est une des questions qu'on a essayé d'approfondir dans le bouquin, avec notamment... Ah ouais, bah c'est juste là, les modes d'accessibilité. Je te redonne la main du coup. Non, et ces modes, un des usages aussi est de s'adapter à des modes d'accessibilité. Puisque quand on parle d'accessibilité, il peut y avoir plusieurs adaptations. Alors si on a un public très spécifique, ça vaut le coup d'aller loin dans ces adaptations. Quand on a un plus grand public, il faut réussir à doser, à doser ce sur quoi vous investissez. Mais voilà, il y a énormément d'adaptations possibles et chacune de ces adaptations peut être l'occasion de créer un mode. Un autre usage, alors c'est pas vraiment un retour d'expérience sur les design tokens parce que c'est une entreprise où j'ai travaillé, mais oui, c'était il y a longtemps et on ne parlait pas de design token à l'époque. Mais c'est la possibilité d'avoir un produit en marque blanche. Et là, on veut pouvoir changer une typo, une couleur, un peu d'espacement, peut-être même quelques assets visuels, des logos. Et si on a un design system sous-jacent avec des composants, eh ben, il faudra ce système de personnalisation où c'est carrément un des utilisateurs finaux, peut-être un administrateur d'une plateforme ou quoi que ce soit, qui va permettre de personnaliser les interfaces. Et le fait de mettre en place des design tokens va grandement aider à permettre de paramétrer un design system après. Qu'on retrouve de la même façon, mais avec une logique d'utilisation qui est un peu différente sur les thèmes. Et ça, je pense que c'est une demande qui est sûrement beaucoup plus répandue. Et c'est d'ailleurs un des sujets qui est dans les issues du Design Token Community Group. Et j'ai l'impression que c'est un des sujets qui a donc du coup été assez demandé par la communauté et qui, je crois, est en cours de qui est un des sujets qui est travaillé, quoi. Et enfin, je crois qu'on est dans les derniers cas d'usage. Là, on rentre dans des cas d'usage un peu plus particuliers qui sont peut-être sur des entreprises qui veulent pas développer complètement en interne leur design system ou qui veulent réutiliser des composants qui existent dans des design systems que j'appellerais sur étagère, qui sont souvent plutôt des librairies de composants et pas un design system vraiment complet. Mais si on veut venir repersonnaliser des systèmes de composants qu'on veut réintégrer dans ces produits, ils ont quasiment tous un système de paramétrage de thèmes où il va falloir venir injecter dedans des couleurs, des tailles, des systèmes d'espacement, des fontes. Et en fait, on peut venir, dans la plupart, venir brancher un système tout un ensemble de design tokens et venir les thématiser. Donc, c'est aussi une possibilité d'avoir des design tokens qui viennent, en fait, repersonnaliser des composants, on va dire, réutilisables sur étagère, quoi. Et enfin, pour conclure sur tous ces usages, ce qu'on va chercher avec les design tokens, c'est l'interopérabilité, la cohérence visuelle, éviter de se répéter et rendre son design system et ses composants plus maintenables, notamment via la collaboration. Les semelles, vous les trouvez ensemble, en face. Est-ce que vous avez besoin d'interopérabilité? C'est en fait si vous avez plusieurs plateformes, par exemple web mobile, oui, et ainsi de suite. Et sur toute la partie éviter de se répéter, en réalité, il y a des choses que vous allez répéter, mais vous n'allez plus répéter les valeurs, vous allez répéter quelque chose qui porte un sens. Et des choses qui vont être répétées partout dans votre système vont pouvoir être transmis par des fichiers JSON entre les développeurs, enfin les designers et les développeurs, et peut-être entre différents systèmes de design. Louis vous reparlera de l'interopérabilité juste après, je crois. Et sur les raisons, je crois qu'on a fait le tour et c'était déjà pas mal. On va maintenant passer un peu plus dans le détail à la partie nomenclature. Comment nommer ces design tokens? Et là aussi, il y a des méthodologies. Je leur passe la main? Ouais. Allez. Ouais. Et déjà, pour le moment, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça reste digeste?
Est-ce que vous arrivez à continuer à suivre ou vous commencez à somnoler, pardon? La nomenclature, on va rentrer un peu plus dans des détails. C'est ça. C'est pour ça que je pose cette question. Donc on commence avec un petit mème, comme d'hab. On adore les mèmes. Et donc, nommer ces tokens. Déjà, les quelques bonnes pratiques. Donc, comme je vous l'ai dit au début, ça doit être interdisciplinaire et donc collégial. L'idée, c'est d'adopter une architecture de nommage qui part du général pour aller vers le spécifique. On a une slide juste après là-dessus. S'inspirer du monde réel, essayer d'utiliser des standards qui sont connus et partagés, et de vraiment la vie réelle. Je reviendrai dessus juste après. Le fait qu'un design token doit être descriptif, conceptuel et bref. L'idée, c'est pas d'écrire des phrases dans les différents tokens, sinon ils vont être très difficilement utilisables et même trouvables. Et en fait, comme n'importe quel artefact design ou dev ou ce qu'on veut, en fait, éprouver l'architecture, tester, itérer. Et vous arriverez très peu probablement à la bonne solution dès la première itération. Il ne faut pas avoir peur d'essayer et d'itérer, vraiment. Tous les retours d'expérience, en plus de boîtes assez organisées, assez matures, avec des design systems qui maîtrisaient déjà, ils ont tous dit les premiers jets, c'était bien pour prendre la température de l'eau, voir comment on allait s'organiser. Et il a toujours fallu itérer dessus. Voilà. Il n'y a pas de honte à se planter sur les premiers, c'est même, ça fait partie du chemin, je dirais. Mais c'est d'ailleurs par l'erreur qu'on apprend. Et puis même, faut tester, faut s'adapter à la réalité du terrain et aux besoins. Et du coup, pour moi, une des règles très importantes, c'est finalement le fait de s'inspirer du monde réel avec des standards connus et partagés. Élément de la vie réelle, quand vous allez chez Starbucks par exemple et que vous prenez un café d'une certaine taille, vous n'allez jamais donner la quantité en millilitres que vous allez avoir dans votre cup de café. Vous allez avoir un nom qui va être associé à une taille, parce que c'est beaucoup plus simple. On va jamais demander, oui, je veux un café qui fait 500 millilitres. Quand on va dans un bar et qu'on prend une bière, on prend un demi ou une pinte. On demande pas 250 ou 500 millilitres. Là, c'est à peu près la même chose. J'en ai encore plein des exemples comme ça. À la boulangerie, quand vous prenez une tarte, 4, 6 personnes, 12 personnes si vous êtes une grande famille, mais vous allez pas dire, je veux une tarte de 358 grammes. Ensuite, l'architecture de nommage, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de partir en fait du générique vers le spécifique. Et notamment là-dessus, là les deux petits schémas qu'on vous a mis, celui du dessus c'est celui de Nate Baldwin et celui du dessous de Nathan Curtis sur en fait la structure de nomenclature. Et donc l'idée, voilà, c'est au début du nommage de parler des concepts les plus globaux pour aller tout doucement vers les éléments les plus spécifiques, comme le fait de parler d'une couleur de fond, d'un certain composant, d'un état en particulier ou d'un variant particulier de cet état, etc. Et pour le coup, là, ces méthodologies-là, elles ont été reprises par quasiment toutes les entreprises qui ont mis en place les design tokens. Elles marchent très très bien. Il y a souvent des petites adaptations. Et les petites adaptations, c'est de mettre une information un peu plus en amont, parce que dans l'usage, chez les devs par exemple, pour l'autocomplétion, ils sont dans un certain contexte et ils vont plutôt utiliser tel mot-clé pour rechercher. Pareil pour les designers. Mais la logique, là pour le coup, elle est assez universelle. C'est d'avoir une nomenclature qui soit discutée à plusieurs, sur lesquelles on se met d'accord et ensuite qu'on respecte. Il y a souvent des petites adaptations à faire, mais les adaptations sont souvent minimes, quoi. Et on vous conseille aussi d'aller voir un peu du côté de Romina Kavkik. J'espère que je n'écorche pas son prénom. Son nom de famille, pardon. Et en fait, elle a fait des articles hyper intéressants et aussi un fichier FigJam sur justement la nomenclature des design tokens et leur structure. Ouais, elle propose un fichier FigJam et un fichier Airtable où vous pouvez mettre dans un Excel, hein, mais qui est pour lister un peu tous ces tokens et avec une méthodologie. Alors on a aussi proposé de notre côté plusieurs ateliers, on en parlera juste après. Mais voilà, ce qu'elle propose est aussi hyper intéressant et ça vaut le coup d'aller creuser de ce côté-là aussi. Ouais, l'idée c'est pas de faire que notre autopromo, c'est aussi de vous donner les bonnes références et en tout cas nous ce qu'on considère comme c'était vraiment chouette, étant les bonnes références.
Et donc du coup, ce qui nous fait arriver aux ateliers pour revoir et nommer. Et donc en fait, dans le livre, vous allez avoir différents ateliers, différents templates d'ateliers que vous allez pouvoir utiliser, mais vous allez aussi les retrouver directement sur la communauté Figma de Front Guys. Ouais, et sur le site web aussi, vous les retrouverez tous présentés. Et la présentation reprend les éléments que vous voyez là. Hein. Ça, c'est la vue que vous avez dans FigJam. Quand vous arrivez dans l'atelier, c'est là où ça vous le situe. Et après, c'est un atelier qui peut être joué à distance ou en présentiel. Il y a aussi bien les versions. Ils sont adaptables en version papier. Au début, ils ont été pensés pour la version papier, et puis ils ont été portés en version numérique après. Et donc ça, c'est un peu l'exemple du fameux atelier de structure de nomenclature qu'on vous propose, et à peu près la tête qu'il va avoir dans FigJam. On retrouve sur le côté, on a remis en fait toute la théorie, et comme ça permet aux gens de venir venir rechercher de l'information. Et après, c'est un atelier vraiment d'idéation, et puis ensuite on remet ensemble, quoi. C'est assez classique, mais diablement efficace. Une fois qu'on a des tokens, l'idée et le but même, j'allais dire, c'est de pouvoir les passer aux développeurs et de les utiliser le plus rapidement en production. Alors c'est vrai que ce ne sont pas que des variables, mais il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que finalement les tokens, c'est une pratique qui existait déjà côté engineering depuis longtemps, et c'était une bonne pratique et qui maintenant est aussi adoptée par les designers. Et je trouve que cette interprétation est pas complètement fausse. Quand on parle d'automatisation, on a besoin d'outils assez rapidement, et ça tombe bien, il y en a quand même beaucoup qui permettent de gérer les design tokens. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces différents outils. Je pense que la plupart, oui, mais peut-être pas tous. D'ailleurs, on en a zappé, hein, parce qu'il y a une mise à jour qui va arriver très prochainement dans un logiciel de design assez peu connu, qui s'appelle Penpot, et qui va très prochainement intégrer les design tokens de manière native. Alors Voilà. pour l'instant, je pense que c'est un produit de niche, Penpot, mais c'est intéressant qu'il y ait une alternative à Figma qui intègre directement les design tokens, et je trouvais que leur annonce de supporter les design tokens nativement sans passer par un plugin, etc., assez intéressante. On a mis plein d'outils différents. On va pas forcément tous les détailler ici, mais juste pour vous montrer un peu la variété des outils, on a essayé de faire une carte de métro qui indique quels outils sont capables de faire quoi. Tout en haut, on a la partie design et création. Au milieu, c'est vraiment quand on dit la gestion, c'est être capable de les catégoriser, de les ordonner, de créer des alias, etc. L'utilisation, c'est vraiment, on est en capacité de les appeler et de les utiliser dans les interfaces visuelles que vous créez, dans les composants, donc la plupart du temps dans Figma. Et ensuite, à la fin, on est sur être capable de les reformater en du code qui est directement adapté à la plateforme des développeurs, et surtout de pouvoir proposer une documentation pour que et les développeurs et les designers aient une connaissance des tokens disponibles et de comment les utiliser. Et il y a des outils très spécialisés comme 08 qui s'est plutôt orienté sur la documentation, mais qui permet aussi de stocker les design tokens et qui propose une API pour les développeurs, enfin une API en tout cas qui peut être utilisée pour l'automatisation, et d'autres qui font plutôt l'ensemble des tâches. Donc en fonction du préexistant, utilisez l'outil qui colle le mieux à votre besoin. Et puis il y a parfois des outils qui sont très très forts sur une partie, notamment, Style Dictionary sur la transformation est très bon. Specify sur la transformation aussi, il y a beaucoup de parseurs et de la possibilité de transformer en plein de formats différents. Donc chacun a quand même ses spécialités. Mais on n'a pas forcément besoin d'outils très très complexes. Au tout départ, avant que tous ces outils existent, notamment Lucas Opperman, dont vous voyez la photo là, avait créé un plugin Figma et
un repo GitHub qui permettait très facilement d'extraire des styles et de Figma et de les transformer en JavaScript, JSON, CSS. Et d'ailleurs, j'en profite pour le petit instant autopromo. On a Lucas Opperman justement qui a participé à une des phases du livre, notamment sur la mise en place d'un dark mode. Ouais. Et ce système-là qu'a mis en place Lucas Opperman, il a continué de le maintenir une fois que Figma a mis en place les variables, et il est parfaitement fonctionnel. Et ça permet de faire quelque chose de déjà très intéressant, et notamment de venir tester sans sortir la grosse artillerie. Il y a d'autres boîtes qui n'utilisent pas du tout d'outils. C'est en fait, par exemple, le retour d'expérience de Scaleway. Eux, c'est une boîte qui fait de l'hébergement cloud, base de données managée, serveur managé, Kubernetes, faire des trucs très tech. Et donc, eux, ils ont préféré faire des choses, enfin, s'adapter à l'existant qu'ils avaient en interne plutôt que d'introduire des outils par-dessus un existant qui était déjà assez complet. Tout le monde n'a pas la capacité de faire ça, mais c'est quand même aussi une des alternatives et une des possibilités. Ils stockent leur design token dans un repo GitHub et la partie consommation ou synchronisation de ces design tokens avec Figma, ils l'ont fait avec un système maison. Pour toute la partie opérationnelle et transformation, là aussi on propose quelques ateliers, alors qui sont pas des ateliers purement sur comment on fait la transformation technique, mais plutôt sur comment on cartographie l'existant. Celui-ci est vraiment un atelier qui permet qu'on peut jouer avant pour faire un plan de ce qu'on veut déployer, ou qu'on peut jouer après pour voir qu'est-ce qui est déjà en présence. L'idée, c'est de faire une cartographie qui va ressembler à ça, qui va être, qui décide des éléments de design, qui prend les décisions, qui va être un fournisseur de design token. Ensuite, quels sont les outils que ces personnes vont utiliser, qui va les consommer derrière. Donc souvent on pourrait avoir une équipe design un peu core qui crée le design system. Les consommateurs vont plutôt être des designers produits et puis des développeurs dans les différentes équipes. Et on va aussi cartographier dans la partie consommation. On les consomme dans quoi? Dans quels outils? Ça peut être dans la documentation de composants avec Storybook, ça peut être dans un site web, ça peut être dans une application mobile. Et l'idée est de faire un peu une cartographie de par où on transite. Tous ces design tokens. Et selon les dans certaines entreprises, il peut y avoir plusieurs chemins. Et enfin, toute la partie automatisation. Toute la partie automatisation, en fait, elle est quasiment 100% basée autour du format standard. Et c'est ce standard-là qui a permis vraiment d'avoir des outils interopérables qui parlent à peu près tous la même langue et qui sont capables de s'échanger de l'information. À part peut-être Style Dictionary qui préexistait, mais qui du coup s'est adapté au standard pour être compatible avec le reste du monde. Tous ces outils-là, en fait, utilisent le format standard qui a été, je dirais, designé par le Design Token Community Group et qui permet d'échanger toutes les valeurs dont vous parlez depuis tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de transformer des éléments graphiques en du code directement exploitable. La plupart du temps, ça revient à transformer peut-être le format de nommage en gardant le même nommage, mais peut-être enlever des points pour mettre ou enlever des tirets pour mettre des points, ou enlever une majuscule, permettre de recatégoriser ou de filtrer que les tokens qu'il y a besoin sur une plateforme ou pour une technologie. Donc c'est un ensemble de plein de transformations, mais qui sont assez facilement automatisables avec les outils du marché. Et les grands endroits où des design tokens vont être consommés, ça va être sur Figma, chez les développeurs, et aussi pour le coup une variable
CSS issue d'un design token, elle va être même consommée par le client dans le navigateur en production. Et la transformation de code, elle se fait sur plein de technologies différentes, Android, iOS, le web, et on va d'un stockage qui et de tokens qui sont complètement agnostiques de la partie technique, jusqu'à une transformation qui est directement utilisée et exploitée en production et qui, elle, est très très liée à la partie technique de votre produit, quoi. Et philosophiquement, en fait, le principe des design tokens, c'est que ça puisse être interopérable sur n'importe quelle technologie, voire n'importe quel produit. Donc là, pour le moment, on va pouvoir le transformer dans plusieurs technologies différentes, mais on pense que le futur, ça sera justement de pouvoir l'intégrer, et ça, je le récupère de notre très cher ami Louis, dans n'importe quel outil. Ça veut dire qu'il faudra mettre en place de l'intégration continue. Vos développeurs vont pouvoir ils ont déjà souvent CI/CD, donc CI, intégration continue, CD, déploiement continu. C'est-à-dire que toute modification entraîne une série d'actions qui vont permettre de transformer cette modification en du code exploitable, de vérifier que ce code ne pose pas de problème, donc de faire quelques tests, éventuellement d'avoir un système de review, de relecture par ses pairs pour voir si on n'a pas de soucis, et de ensuite aller vers le déploiement si tout est validé. Ça, c'est en place dans toutes les entreprises. C'est juste que les design tokens vont pouvoir venir s'intégrer dans ces CI/CD existantes. Et ça s'intègre très bien dans, du coup, la façon de construire les logiciels modernes, qui est un cycle de release qui est très adapté en fait aux méthodologies agiles de développement, quoi. Les design tokens auront eux-mêmes sûrement un petit cycle de release. Essayez de le garder simple et efficace, mais garder les bonnes pratiques dont je vais parler juste après. Une des pratiques peut-être les plus importantes, c'est d'avoir du versionning, parce que vos design tokens vont évoluer dans le temps. Comme on le disait au tout début, il va y avoir des erreurs de nommage, il va y avoir des choses qui vont manquer, qu'il va falloir rajouter. Peut-être des choses que vous avez exposées où vous vous dites c'était une très mauvaise idée. Ça doit rester dans la boîte des designers et on ne doit pas exposer ce genre de choses. Et donc il y aura des modifications. Et donc, il faut des versions. La partie versionning sémantique, elle a une logique très simple. C'est une version en 3 chiffres. Qui sait ce que c'est que le versionning sémantique ? Ouais. Extrêmement simple. Premier chiffre, c'est la version majeure. Elle ne change que quand vous cassez quelque chose. Par exemple, j'exposais un token, puis après je l'expose plus. C'est-à-dire que celui qui le consommait, comme je lui ai enlevé, ça va casser quelque chose chez lui. Donc toute action qui peut venir poser un problème chez celui qui le consomme, on monte la version majeure. Et c'est pas un truc marketing, hein, c'est pas ouais, on a fait une V2. Non, tout ce qui change et qui peut emmerder votre utilisateur, ça fait monter la version majeure. Et il faut pas de sentiment. Et si vous avez une version 32 parce que vous avez pété 32 fois, c'est pas grave. La version mineure, c'est que vous avez ajouté des choses. Vous avez ajouté une nouvelle fonctionnalité, un nouveau token. À chaque fois qu'il y a du nouveau, vous pouvez l'augmenter. Et la version patch, c'est que vous avez corrigé un petit quelque chose. Par exemple, je sais pas, vous aviez pas mis vous avez dans un dégradé de bleu, il y a un des bleus qui a changé. C'est une correction. Ça ne casse rien. Ce sera un patch. Par contre, si vous aviez fait une typo et que vous avez renommé un token, mais que tout le monde s'est appuyé sur cette erreur, c'est pas un patch. Si vous corrigez une typo, c'est une majeure. Voilà. Donc voilà, ça permet avec ce simple système de donner énormément d'informations à ceux qui vont consommer. À chaque fois qu'on produit quelque chose, la première chose que vont lire les consommateurs, notamment d'un logiciel ou d'un paquet logiciel qu'on va consommer, c'est le changelog, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été changé. Et ça, c'est là où vous allez pouvoir dire voilà ce qu'on a ajouté, pourquoi on l'a ajouté, utilisez-le pour tel cas d'usage.
alors peut-être pas tout dans le changelog, mais peut-être de mettre des liens vers la documentation, et aussi peut-être des release notes qui vont plutôt être, voilà, on a changé des choses, vous pouvez utiliser le système de migration qu'on a mis à votre disposition ou utiliser la documentation. Là-dessus, il y a énormément d'outils qui permettent aussi d'automatiser la génération de ces documents, et c'est une des bonnes pratiques qui fait gagner énormément de temps. Et le dernier point, qui est une bonne pratique d'ingénierie, mais qui, pour le coup, celle-là, elle peut vraiment être prise par les designers. On utilise un petit document qui permet d'expliquer pourquoi on a pris certaines décisions quand on architecture un logiciel. Ça s'appelle des Architecture Decision Record. C'est vraiment un petit texte, souvent en Markdown, assez simple à rédiger, où on va juste dire, dans tel contexte, on avait tel problème, on a voulu le résoudre, on a étudié telle et telle option, on a choisi celle-là. Et cette façon de documenter les prises de décision est hyper intéressante parce que y a plein de décisions qu'il faut revoir à un moment donné, et de retrouver le pourquoi de la décision permet de savoir si la décision est toujours valide ou pas, parce qu'on peut retrouver le contexte. Donc ça, c'est une bonne pratique, je pense, qui peut être intéressante quand il y a des décisions sur les design systems, qui est encore plus utile quand on a des grosses structures ou quand il y a du turnover dans les équipes. Parce que ça laisse des traces de décisions hyper intéressantes et très facilement exploitables. Je pense que ça a dû d'ailleurs tous vous arriver de regarder une interface, un composant ou quelque chose et de vous dire pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi mon collègue a fait ça. Et même si c'est vous qui l'avez fait, vous faites tellement je pense que vous travaillez sur plein de contextes différents, de produits différents, de features différentes, qu'à un moment vous pouvez pas vous souvenir de tout et de pourquoi vous avez fait ça. Donc c'est une très très bonne pratique. Votre futur vous remerciera. Et un des derniers points, c'est d'automatiser, y compris jusqu'à la communication. Et très souvent, si jamais il y a plusieurs équipes qui consomment les design tokens, d'avoir dans un Slack un bot qui annonce qu'il y a une nouvelle version, qui permet de poser des questions. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être automatisables là-dessus, et notamment. Bon, techniquement, ça s'appelle un webhook, mais en gros, dès qu'il y a certains types d'événements, on peut avoir un bot qui envoie des messages et qui prévient les gens qui sont intéressés par ça. En particulier, le cas d'usage principal, c'est il y a une nouvelle version, elle est là, la doc, elle est là. Voilà, souvent le message se réduit à ça, et c'est déjà le plus important. Le tout dernier point, et ça on va sûrement en reparler, mais ce sera qu'en septembre, on aura un retour d'expérience sur comment monter des dashboards. C'est que à partir du moment où vous avez un design system un peu complet avec notamment des design tokens dedans, de mesurer leur usage, de mesurer leur efficacité, de mesurer peut-être à quel point vous avez du legacy que dont vous voulez vous débarrasser, c'est important de le mesurer et de le rendre public. Ça motive les équipes qui travaillent dessus parce qu'on voit les choses avancer, ça motive vos stakeholders à comprendre ce qui se passe dedans, parce que ça reste un sujet où il y a beaucoup de stakeholders qui vont se dire mais vous faites quoi exactement avec vos tokens, et d'avoir ce genre d'outil de dashboard qui permet de dire en fait voilà, on a maintenant des composants beaucoup plus cohérents et qui sont avec la nouvelle image d'entreprise, et ça correspond à, le mois dernier c'était 60% et maintenant c'est 80%. C'est des métriques que eux peuvent comprendre. Et ça va permettre aussi de faire en sorte que vos différents utilisateurs et stakeholders puissent aller chercher l'information par eux-mêmes plutôt que vous la demandez à chaque fois, ou qu'ils attendent que vous leur donniez ce genre d'informations. Donc il y a un atelier qui permet d'essayer de construire facilement ces dashboards, et puis plein d'outils dont on met les liens là-haut, on les remettra avec les slides. Et on a fini. Et on a fini. Vous pouvez retrouver tout ça dans le livre. Il est disponible gratuitement en PDF sur le site de FrontGuys, et il est aussi disponible en version papier sur Amazon, pour le coup payant, mais la version papier est vraiment chouette. Ça vous permet de travailler avec un simple marque-page et d'aller piocher ce qui vous intéresse dedans. Le premier QR code qui est ici, c'est sur le site de FrontGuys, et le deuxième c'est sur Amazon. Merci beaucoup.
que vous avez des questions? On peut faire aussi ça, en discuter après. Je me suis noté pas mal de choses sur le versionning au final des design tokens, du coup des releases de tout ça. Comment ça se passe quand on veut changer le nom d'une variable et l'appliquer du coup à l'ensemble de ces tokens. Globalement, par exemple, on change toute la typographie où on avait mis les tailles qui étaient -24 et on passe à L, XL, etc. Ah, le versionning, à la limite, c'est juste une petite partie de la réponse, mais c'est ce qui va permettre de... Quand la version, c'est la première chose que va voir quelqu'un qui consomme les design tokens qui auraient été mis dans un paquet réutilisable facilement dans un logiciel. Mais en réalité, la communication doit se faire en amont quand il y a des changements comme ça qui impactent. Et c'est pour ça qu'on parlait du fait d'avoir des canaux Slack, un système de communication et de collaboration entre designers et développeurs. Comment ça se passe? Il y a soit des petites structures ou des structures où la communication se passe bien, où ça va se faire de façon assez régulière avec un peu de traces écrites, mais aussi quelques rituels d'échange. Et il y a parfois des organisations beaucoup plus larges où on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, Atlassian. Donc, je pense qu'ils ont, entre le nombre de produits qu'ils ont et sûrement des équipes qui sont réparties dans plein de pays, ils accompagnent ce type de changement avec carrément des outils pour aller vérifier dans le code si on utilise encore une vieille version cassée. Un exemple. Okay. Je fais une première version, comme je le disais au tout début, j'ai montré 2 exemples d'Atlassian à 2 époques différentes. Ils avaient 2 systèmes d'organisation de leur design token complètement différents. Version 1, version 2. Utilisés dans plein de produits, mais aussi utilisés dans tout un écosystème de plugins. Ouais, Jira, les plugins Jira, machin. Ils ont pas la main là-dessus. Mais ils ont des développeurs, parce que c'est des fois développé par des tiers. Mais c'est eux qui fournissent certains éléments visuels et graphiques. Donc ils ont développé aussi des outils pour aller vérifier dans le code est-ce qu'on utilise encore par exemple un token qui aurait été déprécié. Déprécié, ça veut dire que il est encore peut-être disponible, sa valeur est encore là, mais on déconseille son usage. Il faut arrêter de l'utiliser. Donc il n'a pas été supprimé, mais on a juste un message très clair de arrêter de l'utiliser. Et ben ils avaient mis des outils pour scanner l'ensemble d'une code base pour trouver là vous en avez autant de dépréciés, voire même parfois des outils pour migrer d'une ancienne façon d'utiliser les design tokens à une nouvelle. Ils avaient plein d'outils, ils ont mis d'ailleurs en open source et ils sont intéressants à utiliser. Plein d'outils qui permettent de renommer d'anciens tokens en remettant la version nouvelle. Et quand je dis c'est que je pense que c'était une équipe Core Design System qui produisait les design tokens, le code exploitable par plein d'équipes et l'outillage pour mettre à jour. Alors là, on est vraiment sur la totale. En réalité, il y a peu d'entreprises qui ont besoin de ce genre de choses, mais vu leur écosystème, ils n'avaient pas beaucoup le choix. Parce qu'ils ont des tiers, parce qu'ils ont énormément de produits différents avec des équipes très différentes. Mais sinon, ça peut être sur une échelle beaucoup plus simple qui est on a changé, il y a une nouvelle version. Ça peut être aussi simple que ça, quoi. Chez The Fork, et pourtant c'est une plutôt grosse entreprise, a priori la communication était beaucoup par canaux Slack, discussion. Ils ont mis en place un truc qui est hyper intéressant, qui est ils ont toute une communauté de ce qu'ils appellent des héros, c'est-à-dire des gens qui communiquent très fréquemment avec l'équipe design core, qui produit les design tokens et le design system, qui peuvent leur remonter, tiens, on a tel besoin, et surtout avec qui ils peuvent communiquer, et ils sont tous des relais de ce genre d'informations de tiens, on a fait des changements. Mais après les changements, on prend la décision, souvent c'est une décision qui est prise côté design, avec une discussion avec les développeurs aussi pour évaluer est-ce qu'elle est vraiment indispensable et comment on va gérer ce chemin de migration, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, carrément. Oui, on est là. Ce travail de variable
c'est beaucoup dans le cerveau des développeurs, mais nous les designers, enfin même si on a des connaissances en front, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait beaucoup. Donc j'imagine que quand on crée un design system, il y a peut-être une idée de variable, mais je me demande comment on intègre, comment les designers et les développeurs, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a pas mal d'ateliers, c'est dans ces ateliers qu'on trouve en fait les fondamentaux des variables qu'on va nommer, etc. Comment on trouve cette harmonie? Enfin, je trouve que c'est pas évident aussi à trouver. Que designers soient impliqués, comprennent vraiment on va dire la véracité d'une variable qui va être intéressante, et que le développeur il soit aussi comprenne pourquoi. Enfin, c'est un peu ce mécanisme que j'ai l'impression qui est pas évident à mettre en place. Enfin, c'est ce que. En fait, c'est selon les différents cas d'usage qu'on montrait au début, qui vont faire qu'on va avoir besoin d'avoir l'utilisation de ces fameuses variables. Un exemple simple, c'est que le fameux dark mode, light mode, ou même n'importe quel système de thème, de façon plus générale, on va être obligé d'avoir quelques modifications à la source qui se répandent partout dans le système. Et ça, je vois pas d'autre moyen que d'utiliser les variables. Ouais, non, pour te répondre, déjà, en fait, il y a le fait de mettre en place l'ensemble de tes fondations. Et ça va être en fait l'ensemble de tes variables de base qui, pour le coup, est plutôt le taf du designer. Mais après, je te répondrai de manière très très simple. Collaboration interdisciplinaire avec ton dev ou tes devs, enfin plutôt tes devs, pour justement comprendre le pourquoi du comment. Parce qu'en réalité, tous ces concepts-là qu'on intègre dans le design dernièrement, en fait, sont des concepts d'ingénierie de base. L'orienté objet, les alias, etc., sont des concepts de dev. Donc, je peux comprendre en fait que tu vois pas forcément immédiatement l'utilité, parce que nous, ça fait pas partie forcément de notre culture de designer en tant que designer qui a pas forcément une formation tech derrière. Mais le fait de collaborer avec des développeurs va aussi te faire comprendre ces différents concepts, et aussi le fait de discuter de ces concepts avec les développeurs. Je suis convaincu de l'importance et le fait que, enfin, je comprends ce concept. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que nous, les designers, beaucoup de designers ont fait du front. Je veux pas catégoriser, mais c'est quand même aussi aux designers aussi d'avoir une forme de recherche, de compréhension de comment le front fonctionne aussi. Donc oui, il y a une discussion entamée, profonde avec les développeurs, parce que c'est pas quelque chose de si évident que ça pour nous. Je pense qu'il y a. Ah non, clairement, et c'est pour ça que ce qu'on a dit pendant la présentation, c'est que ne vous attendez pas à avoir un résultat parfait dès la première itération. Que ça vienne des designers ou des développeurs, moi je crois dur comme fer que ça doit être un travail interdisciplinaire, parce que le designer a une certaine structure mentale et une certaine vérité que le développeur n'a pas, et inversement. Voilà. Je voulais savoir à peu près, dans vos expériences, que ce soit peut-être en tant que héros d'entreprise en intervenant, ou dans des entreprises, en tant que salarié, je veux dire, vos plus grandes difficultés autour du design system en général, ce qui a été le plus dur pour vous dans vos missions. Déjà le fait de dépasser l'UI-Kit, d'arrêter d'appeler un UI-Kit et un design system, et de dépasser le fait de simplement avoir des composants sur Figma et penser qu'on a un design system, et vraiment considérer le design system comme un produit, et faire en sorte en fait que les stakeholders dans l'entreprise, et c'est pour ça qu'on insiste tout au long du bouquin sur la stratégie de communication avec les stakeholders, d'investissement dans ce produit design system, de pouvoir avoir des forces autant de design que de développement, que ce soit sur un modèle core ou un modèle hybride, mais d'avoir de l'investissement en fait sur ce produit pour pouvoir le faire avancer et le rendre pertinent pour les utilisateurs qui vont être les concepteurs. Est-ce que Moi, je dirais que la plus grande complexité, souvent, c'est surtout quand on est dans des entreprises un peu grandes, etc., c'est de comprendre quel est réellement le besoin, de comprendre qui va le consommer, pourquoi, de comprendre les enjeux. Et ça demande un travail un peu de fourmi en amont, et ça prend du temps. Ça, c'est de la complexité. Mais après, le plus gros challenge, souvent, c'est qu'une fois qu'on a bien compris où était le problème, il faut convaincre les gens. Et convaincre les gens de deux choses. Un, que c'est important donc de réussir à trouver, d'avoir de trouver les bons bénéfices en fait, dont on est certain
qu'on va les avoir, 2 qui vont intéresser la cible qui va pouvoir décider d'investir du temps ou de l'énergie. Et après, c'est pas forcément la partie technique la plus compliquée. Hein. C'est d'avoir une certaine traction, et ça, c'est vrai aussi bien pour les design tokens que pour les design systems en général. C'est qu'est-ce qu'on va vraiment y gagner, comment on investit pour être le plus efficace possible, comment on convainc les gens que ça a une au tout début, il faut réussir à convaincre. Voilà. Une fois que la pompe est amorcée, souvent c'est bon. Et si je peux me permettre de reformuler, compléter, en fait, c'est d'arriver à faire de la recherche utilisateur sur ton design system et d'arriver à faire comprendre que la recherche utilisateur, c'est pas que pour le produit final, pour les utilisateurs finaux, parce que le design system reste un produit qui va avoir des utilisateurs, donc il faut un peu comprendre, comme le disait Adrien, les besoins, le pourquoi du comment on va mettre en place, tester les choses. Et ça, c'est pour le coup vachement compliqué à faire acheter, le fait que tu arrives sur une mission ou en entreprise et que tu vas leur expliquer que pendant 2 semaines, tu ne vas pas produire parce que tu vas chercher à comprendre. 2 semaines d'ailleurs, minimum. Ça va dépendre du nombre d'utilisateurs que tu as, si tu considères que les designers et les développeurs, ou si tu vas aller jusque au product owner manager, QA tester, etc. Ça dépend beaucoup de la taille de la structure, hein, mais c'est vrai que ce travail d'analyse, il peut prendre du temps, quoi. Et c'est lui qui est un peu complexe. Bon, merci. C'est le signal peut-être de passer la main à Louis. Oui, ouais, nickel. Yes, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va parler standardisation des design tokens et je vais vous expliquer pourquoi j'estime que c'est le futur du design à grande échelle. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Louis Chenet, donc je suis cofondateur de Specify. Donc Specify, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise c'est un outil qui aide les organisations à synchroniser leurs design tokens entre leurs différents outils, donc principalement des outils design vers des outils de code, donc des designers vers le dev. Et je fais également partie du Design Tokens Community Group, donc on élabore un format standard au niveau des design tokens pour que un design token créé dans un outil puisse aller librement dans un autre, et je vais vous en parler plus précisément juste après. Donc de quoi on va parler aujourd'hui ? Je vais vous présenter le concept d'une design API. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'estime qu'on a besoin d'un standard. Et ensuite, je vais vous présenter brièvement ma vision du futur des design tokens. Donc, qu'est-ce qu'une design API ? Avant d'aborder le sujet des design API, je voudrais vous aborder tout simplement pourquoi est-ce qu'on a besoin des design tokens. Donc, ça a été abordé dans la présentation précédente. Mais en fait, à la base, c'est venu d'un problème. C'est-à-dire que, par exemple, on prend une entreprise comme Spotify. Spotify, il y a quelques années, ils avaient un verre un peu différent de celui qu'on a sous les yeux. Et ils se sont dit, on va un peu rendre ce verre un peu plus électrique. Spotify, c'est à peu près 50 plateformes différentes. Il y a l'application Windows, l'application macOS, l'appli Android, l'appli iPhone, la montre, la voiture, le frigo, et j'en passe. Ce verre, pour qu'il soit partout, il faut dire à globalement une centaine d'équipes différentes de s'accorder sur une seule couleur. C'est facile à comprendre, mais c'est hyper compliqué à mettre en place. Pourquoi ? Parce que déjà, toutes ces équipes, elles étaient très autonomes les unes vis-à-vis des autres. Et la politique de Spotify, c'était, faites comme vous voulez, vous avez le droit d'avoir vos propres design systems par équipe. Donc, il y avait un design system pour iOS, il y avait un design system pour Android, il y avait un design system pour l'application Windows, il y avait un design system pour le site marketing. Il y avait une quarantaine de design systems différents. Et donc, il a fallu réunir tous ces design systems en un seul. Et dans cet unique design system, définir les design tokens au centre pour que, si on définit cette nouvelle couleur verte, elle puisse être utilisée et consommée par pléthore d'équipes, pléthore de produits. Et donc, nous, utilisateurs finaux, on est content. Quand on a l'application Android et l'application iPhone, c'est le même vert. On fait confiance à Spotify. Avant d'avoir les design tokens en place, cette propagation de la nouvelle couleur, par exemple, ça pouvait leur prendre des mois avant que ce soit la bonne couleur sur toutes les différentes plateformes. Là, aujourd'hui, avec un design system unique et les design tokens au centre, globalement, on est plus sur une question d'heures. Donc, une fois de plus, quand on dit
les design tokens, c'est bien, mais surtout l'impact business. Quand on crée des fonctionnalités, qu'on a envie de les mettre dans les mains des utilisateurs, on n'a pas envie qu'une couleur, ça retarde de plusieurs semaines la nouvelle version d'une application. D'un point de vue business, ça n'a aucun sens. Deuxième exemple, celui-là il est pas mal, le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal, journal historique avec des dizaines de sous-marques. Et le Wall Street Journal, eh bien, c'est d'abord une typographie. Et la typographie, quand on a un journal, c'est extrêmement important. C'est l'identité de marque, elle passe un peu par la typo. Donc ils se sont dit il y a quelques années, bon bah c'est cool, on va changer la typo. C'est une bonne idée, mais on s'adresse ici à une entreprise qui existe depuis des dizaines d'années, qui existait bien avant le web et voire même l'ordinateur. Et donc, avoir une nouvelle typographie qui est utilisée sur un site web, des dizaines d'autres, et qui a même un impact sur la version papier, une fois de plus, très 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 galère. Donc ça leur a pris des années à ce que ce changement de typographie soit pris en compte. Donc c'est comme si en gros ils passaient de l'Arial au Comic Sans MS. Ils l'ont bien évidemment pas fait, mais c'est pour que vous compreniez vraiment le principe d'un changement de typographie. Et ça leur a coûté des millions. Une fois de plus, d'un point de vue business, ça ne devrait pas coûter des millions de dollars de changer une typographie. Donc les design tokens sont quand même là pour que ces changements-là ne nous prennent ni trop de temps, ni trop d'argent. Ça, tout à l'heure, on parlait d'Apple. Les design tokens, ça peut aussi permettre aux gens, aux entreprises, de fournir de nouvelles fonctionnalités. Typiquement, on parlait de personnalisation. Apple a sorti il y a quelques jours iOS 18. iOS 18 il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de personnaliser la couleur de tous les icônes sur un iPhone. Donc, c'est comme si Apple avait mis dans iOS un design token qui s'appelait Color System, et que si on va dans les paramètres de son téléphone, on dit changer la couleur. Là, il y a un color picker qui s'affiche avec son doigt, on sélectionne sur l'arc-en-ciel une couleur ou une autre, et ça va s'appliquer sur toutes les couleurs de tous nos icônes. C'est le principe d'une variable qui sera utilisée à plein d'endroits différents dans le système, et si on change la valeur de cette variable, ça a un impact à X endroits. C'est le principe même d'un design token, c'est là. L'impact business, il est là. On vend des fonctionnalités avec ça. On crée de la valeur et on crée de la confiance entre des gens et une marque. Et les design tokens, ils sont partout. On a nos interfaces qu'on consomme dans la vie de tous les jours sous les yeux. Et quand on regarde à la loupe, une interface, c'est potentiellement des pages. Des pages, ça va être des morceaux de pages qui vont se répéter les uns avec les autres. Ces morceaux-là, on les appelle des composants. Et les composants, on va les classifier via notamment la taxonomie Atomic Design, du plus petit au plus grand, de l'atome à la page. Et le plus petit composant qu'on va appeler atome, si on regarde à la loupe encore, ce plus petit composant, il sera composé de design token. Ici, un bouton, il y aura des arrondis de boutons, il y aura des espacements verticaux, il y aura des espacements horizontaux, il y aura la couleur du texte, il y aura éventuellement un dégradé. Quand on passe la souris dessus, le bouton il change. Donc en fait, on va changer la couleur de background selon certains contextes. Les design tokens, ils sont partout, qu'on le veuille ou non. Et le fait de normaliser ces décisions-là au cœur de nos composants, eh bien, c'est plutôt pratique parce que si vous avez un bouton et un champ de formulaire à côté, si vous cliquez sur le champ de formulaire et que le petit contour qui vous fait comprendre que le champ de formulaire, vous pouvez commencer à taper dedans, si ce contour il est vert et que votre bouton à côté il est violet, c'est pas la folie. On n'a pas envie de faire confiance à une marque qui respecte pas des codes couleurs. Il faut qu'il y ait une uniformité, il faut que ce soit homogène graphiquement. Eh bien, on va dire, on va créer un token et ce token il sera utilisé pour la couleur de focus de nos champs de formulaire éventuellement et pour la couleur de focus de nos boutons qui sont juste à côté. C'est un exemple, mais les tokens, ils sont partout. Donc en fait, les design tokens, c'est un langage. Parce que tout simplement, le fait d'utiliser des décisions de design au quotidien, que ce soit en tant que designer, on va les définir et on va les appliquer quand on crée des interfaces ou quand on est des développeurs et qu'on doit les appliquer sur les interfaces qu'on doit développer, il faut juste s'accorder sur des mots dans la vie de tous les jours. C'est un langage. On va pas parler en RGBA dans la vie de tous les jours. On va dire rouge, on va dire bleu. Et bien ça, c'est potentiellement des premières valeurs de token qui parlent à tout le monde. Mais rouge et bleu, ça suffit pas.
Rouge et bleu, on va peut-être les appeler couleurs primaires, couleurs secondaires ou couleurs de focus. On va utiliser des termes qui, derrière, on va éventuellement associer à un sens. Ou typographie principale, ou taille de texte pour titre de niveau 1, taille de texte pour titre de niveau 2. Quand on parle dans la vie de tous les jours, on va utiliser des termes qui ressemblent à ça. On va créer au sein des équipes un langage visuel. Ce langage visuel, il se traduit par des design tokens, par des variables qui ont des noms et qui vont être utilisés dans un certain nombre de contextes pour que on puisse plus facilement parler de ces choses-là qui sont quand même de l'ordre pas du microscopique, mais une fois de plus, quand on dit un bouton, tout le monde comprend ce que c'est un bouton. Mais quand on doit parler des décisions de design qui composent ce bouton-là, il faut qu'on ait un langage pour que tout le monde puisse s'accorder. Donc voilà, c'est un langage pour communiquer. Donc intent ici, c'est le côté l'intention derrière une variable. Couleur, background color, c'est la couleur de background de quelque chose. Eh bien, quand il y a un token qui s'appelle background color, au moins on comprend que c'est une couleur qui doit être utilisée sur le background d'un composant. On ne sait pas exactement lequel, c'est peut-être pas assez précis, mais il y a une intention derrière les tokens. Donc il faut définir tout ça. Donc des design tokens, il y en a de plein de types. Les principaux, ceux qui vont nous taper dans les yeux principalement, ça va être la couleur, tout ce qui va être en fonction du texte et des espacements. Bon, les espacements, c'est peut-être encore tertiaire parce que t'enlèves la couleur et t'enlèves tout ce qui gère le texte dans une interface. Globalement, on se retrouve avec du vide et quelque chose qui est invisible sous les yeux. Mais c'est quand même très important d'avoir un espacement, des règles d'espacement par exemple qui sont correctement gérées, parce que sinon on saura pas trop le dire, mais on se dira cette interface là, je sais pas, visuellement il y a un truc qui va pas. Allez, il y a des marges qui sont pas les mêmes en haut et en bas. Enfin, c'est pas très propre. On n'aura peut-être pas les mots dessus, mais que ce soit pour la gestion du texte, la taille des éléments et l'espacement entre les choses, si c'est carré, si c'est bien aligné, tout de suite c'est mieux. Il faut définir des règles pour tout ça. Et il y a plein d'autres types d'éléments. Sauf que les design tokens, c'est pas la chose unique qui compose un design system. Dans un design system, il y a plein d'autres choses. Et un design system, c'est tout simplement la manière pour une organisation d'industrialiser le design à grande échelle. Donc quand je redonne mon exemple par exemple de Spotify. Spotify, quand ils doivent dire à 1000 personnes coucou, venez, on s'accorde sur cette couleur verte, et au fait, la prochaine fois qu'on veut changer de couleur, c'est comme ça qu'on doit travailler ensemble. Designer, développeur, et si vous voulez changer le nom, allez-y, mettez-vous dans une salle, je sais pas, mettez-vous d'accord. Le design system, c'est une manière de travailler ensemble pour concevoir et maintenir des produits digitaux. Et ça, c'est à mes yeux la meilleure représentation d'un design system. C'est principalement humain. Alors oui, on va peut-être utiliser des outils, mais c'est humain. C'est des gens qui travaillent ensemble, c'est des équipes qui ont des objectifs différents, mais qui doivent travailler ensemble parce que maintenant on est beaucoup et tout ce qu'on va faire, ça va avoir un impact sur une multitude d'écrans et sur une multitude de supports différents, mais il faut quand même que ça ait la même tronche à la fin. Donc le design system, ça aide à résoudre tout ça. Donc, il y a des gens au sein d'un design system, différentes équipes, mais ces différentes équipes, finalement, c'est des gens qui utilisent différents outils. Et ces outils-là, ils doivent être capables de se parler un minimum. C'est-à-dire que quand je suis designer et que dans Figma, je définis éventuellement une nouvelle couleur, j'aimerais bien que cette couleur, elle puisse être comprise par peut-être l'équipe marketing, donc dans PowerPoint. Ou que cette couleur, elle puisse être comprise par mon développeur dans son logiciel de développement. Il y a plein de logiciels qui se parlent dans la vie de tous les jours et c'est très pratique. Mais en fait, pour ça, il faut qu'il y ait une organisation qui soit vraiment générale. Donc en fait, quand on a des logiciels qui peuvent se parler, c'est parce que les logiciels se sont accordés sur « toi, tu m'envoies de la donnée et moi, je la reçois. Je suis capable de comprendre la donnée que tu m'envoies parce que tous les deux, on s'est accordé sur le fait que, par exemple, tu vas m'envoyer la donnée formatée de telle manière. Tu vas pas m'envoyer la donnée dans un format que je vais pas comprendre. Donc c'est pour ça que, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le JSON. On va formater de la donnée avec propriété, valeur et une liste d'informations. Et aujourd'hui, le JSON, c'est une manière de créer de la donnée pour que quand un logiciel et un autre se parlent, ils parlent la même langue. Cette langue, c'est le JSON. Et donc, si
c'est un format. Il y a des formats qu'on a l'habitude d'utiliser dans la vie de tous les jours. Le MP3, par exemple. J'ai un fichier MP3, je peux l'ouvrir dans le navigateur, je peux l'ouvrir dans VLC, je peux l'ouvrir dans Spotify, je peux l'ouvrir dans plein d'autres logiciels. Parce que tous les logiciels, ils se sont accordés sur « Ok, j'avoue, la langue MP3, on se met d'accord là-dessus, ça me parle. » Je vais dire le PDF, ou même dans la vie de tous les jours, le 220 volts. C'est quand même pratique de ne pas avoir 15 types d'électricité différentes à chaque fois qu'on fout le pied dans un autre pays. Et tout ça, c'est des formats. Ça nous rend la vie plus facile. Donc, les Design API, c'est tout simplement un moyen d'avoir des design tokens qui puissent transiter librement d'un outil vers un autre. Parce que les outils se sont mis d'accord sur, bon, il y a un format standard de token, eh bien moi, mon tuyau, ou si toi tu m'envoies de la donnée, je vais prendre ton tuyau, je vais le brancher à moi, et ce qui passe à l'intérieur, c'est un format qu'on comprend tous les deux, et une API, c'est tout simplement un moyen de dire à un système, si tu veux m'envoyer de la donnée, c'est comme ça que tu dois me l'envoyer, ou alors si tu veux, ou si moi je dois t'en envoyer, donne-moi la manière dont tu as envie que je te l'envoie, et en gros, c'est ça une API, c'est tout simplement les règles à respecter pour interagir avec un système, pour lui donner de l'information ou pour récupérer de l'information. Vous n'allez pas vous amuser à recoder un formulaire de paiement et tout le système de vérification de carte bleue. On va utiliser l'API de PayPal éventuellement. Vous n'avez pas envie de recoder un player vidéo, vous allez peut-être utiliser le player de YouTube et lui donner l'identification d'une vidéo. Et comme par magie, la vidéo, elle va s'afficher. On va utiliser ce que des gens ont déjà fait. Eh bien, ça fonctionne via des API. Donc en fait, une Design API, c'est ce qui va permettre aux différents outils de votre design system de pouvoir communiquer entre eux. Donc je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de ce que je fais dans Figma, ça va pouvoir être récupéré en code, ou alors ça va peut-être pouvoir mettre à jour mes slides dans PowerPoint. L'exemple des slides dans PowerPoint, il est facile à comprendre, mais par exemple aujourd'hui, c'est même pas encore possible. Parce que PowerPoint, c'est Microsoft, et Microsoft est un environnement fermé. Peut-être que ce système-là existe dans l'environnement Microsoft, mais aujourd'hui, avoir un design system qui fonctionne bien, c'est avoir une collaboration qui est fluide entre différentes équipes. Pour que cette collaboration soit fluide, il faut que les différents outils utilisés par les différentes équipes puissent s'envoyer de la donnée et que ça puisse être automatisé éventuellement. Et donc ça passe par une Design API où, globalement, les différentes parties du design system, elles peuvent communiquer les unes avec les autres. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un standard ? J'ai commencé à évoquer la question, mais votre identité de marque, qui va passer par des couleurs, des typographies, éventuellement la manière de vous adresser à vos clients, il y a plein de choses qui vont permettre aux gens de se dire oui, c'est bon, je viens de voir le bus passer, j'ai même pas vu, mais en une demi-seconde, je sais que c'est Intersport, je sais que c'est Decathlon, je sais que c'est telle entreprise, parce que graphiquement, tout de suite, il y a des choses qui tapent à l'œil. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'identité de marque. Et en fait, pour qu'une identité de marque, elle puisse être appliquée à grande échelle, il faut que les design tokens, ils puissent naviguer librement au sein de toutes les personnes qui créent cette identité de marque et qui l'appliquent dans plein de produits, que ce soit des produits en interne de l'entreprise ou que ce soit des produits qui soient mis à disposition des utilisateurs finaux, nous. Donc par exemple, via une Design API, on pourrait très bien avoir... Donc la Design API, c'est vraiment ce qui viendrait être au cœur de votre design system, où c'est c'est l'îlot central à partir duquel va transiter n'importe quelle décision d'un outil qui pourrait être utilisé par un autre. Par exemple, j'ai envie de modifier une couleur dans Figma. Eh bien, ça veut dire que si on change le nom d'une couleur dans Figma, comme on a dit tout à l'heure, ça faisait un changement majeur parce que maintenant, ma couleur, elle s'appelle pas Color Background, mais elle s'appelle peut-être Background Color. Mais donc en code, si les variables qui sont utilisées, c'est Color Background et que maintenant le nom, il faut le changer. Si je change ce nom-là, ça va péter toutes les différentes plateformes en code qui vont avoir ce nom d'appliqué. Et donc, par exemple, un changement va devoir être versionné. Donc, automatiquement, on va pouvoir mettre en place des choses pour que si dans Figma, je fais ça, automatiquement, ça va me créer un nouveau package, comme un fichier zip qui va contenir le code
pour CSS pour du web, ou le code en Swift pour iOS, ou le code en XML pour Android. En fait, automatiquement, on va pouvoir créer des opérations pour que vous, designers, on vous fait confiance, faites vos trucs, mais nous, développeurs, on a mis en place tout un système d'automatisation pour que si vos changements, vous les faites, nous, on sera peut-être impacté, mais au moins, en tout cas, on va pas passer du temps sur des choses inutiles, on va automatiser un certain nombre de choses pour que finalement, le temps qu'on va passer ensemble, c'est du temps qui aura de la valeur. On va se mettre autour d'une table et on va s'accorder sur des nouveaux noms. Ici, les automatisations, elles vont pas nous aider. On va plutôt s'accorder sur c'est quoi la valeur qu'on peut avoir tous ensemble autour d'une table, par exemple. Donc là, c'est juste un exemple, mais quand on met à jour un package qui sera consommé par les développeurs, faut aussi mettre à jour la documentation qui elle est consommée par les différentes équipes. Faut éventuellement avoir sur Slack un bot qui va dans un channel et qui dit coucou tout le monde, Cédric, il a mis à jour la couleur dans Figma et la couleur elle est passée de telle valeur à telle valeur et maintenant son nom s'est passé de ça à ça et comme ça il n'y a pas besoin de le faire à la mano. Donc en fait on peut vraiment créer un maximum de valeur automatiquement et ça passe par une design API. Tout à l'heure, on parlait de JSON. Le JSON, c'est ce que vous avez à votre gauche. Donc, c'est un format qui est finalement très lisible. Ici, vous voyez qu'on a un fichier qui s'appelle colors.json. Donc, ici, c'est un format qui n'est pas du tout spécifique à une technologie particulière. C'est-à-dire que ici, on a du JSON qui contient 2 couleurs. Une couleur qui s'appelle red, qui a une certaine valeur, et une autre couleur qui s'appelle black, qui en a une autre. Mais in fine, moi, par exemple, je suis développeur web. Eh bien, j'ai besoin de CSS à la fin. Eh bien, j'ai besoin que mon système, automatiquement, dès qu'il voit qu'il y a un changement de couleur, il me régénère mon CSS éventuellement. J'ai pas envie de faire ça à la main. Et donc, on peut très bien avoir, comme on disait, des automatisations, un pipeline de transformation qui est automatisé, qui donc va détecter des couleurs et transformer ça d'une certaine manière. Donc là, on a la couleur rouge qui est utilisée, on a la couleur rouge définie dans le JSON qui est suivie de la couleur black. La première chose que je veux, moi, en tant que développeur, c'est déjà, les couleurs, c'est tout bête, mais j'ai envie de les avoir par ordre alphabétique dans mon code. Mon tuyau, je vais lui dire, déjà, les couleurs, B, c'est avant R, donc black, ce sera généré avant red dans mon code. Et in fine, je veux que ce soit écrit avec des petits tirets et je veux que ce soit en minuscules. Parce que c'est comme ça que dans mon équipe, on travaille. Mais il y aurait peut-être une autre équipe qui travaillerait différemment. Et ça veut dire qu'il y aura un autre tuyau qui ferait les choses différentes, mais juste c'est automatisé. Donc ça, c'est vraiment une manière aujourd'hui que les équipes, elles ont l'habitude de travailler ou en tout cas, c'est la bonne manière. Donc, notre marché, il a réellement besoin d'un standard pour les design tokens, pour que chaque décision design, elle puisse naviguer d'un outil à un autre, d'une équipe à une autre. Et ce standard, on y travaille. Et donc, il y a un groupe de travail qui est rattaché, entre guillemets, au W3C. Donc, le W3C, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'organisation qui va un petit peu établir les différents standards sur le web. Un site web, c'est du HTML, du CSS, du JavaScript, c'est différents langages qui nous permettent d'avoir un site web fonctionnel. Eh bien, il y a des gens de différentes entreprises qui se réunissent et qui disent aujourd'hui, le HTML, on va le faire évoluer, on va peut-être rajouter une balise header, on va peut-être rajouter telle fonctionnalité parce que les gens, on voit qu'ils ont des usages et on va rajouter tel élément. On va faire évoluer les langages. Eh bien, aujourd'hui, les tokens sont suffisamment... sont une problématique qui est suffisamment importante sur le marché pour qu'il y ait un groupe de travail avec des gens qui se sont réunis et qui se sont dit allez, on va essayer de créer un format standard parce que en fait c'est juste beaucoup trop pratique. Donc ce groupe de travail a été créé en 2019 et voilà, il y a globalement différentes personnes qui travaillent dessus, c'est des experts sur le marché. Et il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de fournir un standard. Donc tous les créateurs d'outils, Figma, Photoshop, j'en passe. En gros, tous les différents outils qu'on a l'habitude d'utiliser sur le marché, que ce soit des outils pour les designers, que ce soit des outils pour les développeurs. En gros, à chaque fois que vous avez un outil qui vous permet de choisir, par exemple, une couleur sur un écran, c'est un outil qui potentiellement doit utiliser ce standard. Quand vous êtes dans une équipe marketing, que vous faites des templates d'emailing et que vous devez mettre en place des emails qui ont les bonnes couleurs vis-à-vis de la couleur vis-à-vis des couleurs de l'entreprise pour laquelle vous travaillez,
eh bien, ce serait cool que éventuellement vos emails, les templates de vos emails, ils se mettent à jour automatiquement sur Mailchimp parce que quelqu'un dans Figma a changé la couleur. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a des API, des logiciels qui se sont mis d'accord sur une manière de se parler et de la donnée qui soit formatée correctement pour que, une fois de plus, on puisse avoir des tuyaux et des automatisations. Donc ça, c'est le premier objectif, fournir un standard. Et le deuxième objectif, c'est globalement partager les bonnes pratiques parce que c'est un sujet qui est assez complexe, qui est assez fin et on peut s'y perdre. Donc il faut partager les bonnes pratiques. Donc en fait, les design tokens, il y a différents groupes de travaux. Il y a le premier groupe de travail qui est le format standard, c'est-à-dire qu'on ait des tokens qui soient des couleurs ou par exemple des espacements ou des animations. En fait, tous ces éléments, tous ces types de tokens-là auront des choses en commun. Un token, ça doit avoir un nom, ça doit avoir une valeur, ça a peut-être d'autres propriétés, date de création par exemple, des choses comme ça. Eh bien, toutes les propriétés communes à tous les types de tokens, c'est géré par le groupe du format général que vous voyez à la base. Donc ça, c'est le groupe dans lequel je fais partie, avec d'autres personnes sur le marché, comme le créateur de Style Dictionary, comme un des cofondateurs de Token Studio. On est différentes personnes à travailler sur ce format-là. Et à partir de notre travail, il y a des gens qui vont se spécialiser sur des types de tokens plus précis, comme les couleurs, comme les animations. Les couleurs, c'est par exemple un sujet qui est d'une complexité sans nom. Quand on a un écran et qu'on a besoin d'afficher des couleurs sur un écran, les espaces colorimétriques, c'est une chose. Peu importe, en fonction du type d'écran, c'est pas exactement les mêmes couleurs qu'on peut afficher. C'est des sujets qui sont très complexes. Donc, il y a des experts pour chaque groupe. Donc là, je vais vous parler un petit peu du futur des design tokens. Alors, interopérabilité universelle. Derrière ce mot compte triple cache globalement une idée très simple. Interopérabilité, ça veut dire que la donnée peut être comprise entre différents outils. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, ça va pouvoir être utilisé dans un autre contexte, par un autre outil. C'est-à-dire que l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, je suis sur Figma. Ce que je vais faire dans Figma, ça va pouvoir être compris par PowerPoint, par mon logiciel de présentation. Là, imaginons que ce soit une présentation qui soit au nom de ma boîte. Si la typo, elle est définie par mon designer, automatiquement, j'aimerais bien que les titres ils prennent en compte, c'est plus de Inter, mais c'est Comic Sans. Mon logiciel de présentation, il doit être capable de comprendre le changement et de l'appliquer. Ça, c'est parce que les logiciels, c'est une notion, l'interopérabilité, c'est le fait d'avoir de la donnée qui puisse être comprise et qui puisse naviguer d'un outil à un autre. Alors oui, là, au début, interopérabilité, ça fait on est un peu confus, mais après, voilà, en ayant expliqué un petit peu la chose, on est content. Voilà. Donc, par exemple, ça c'est un outil. Imaginez un petit peu, vous êtes designer et vous avez peut-être un bac à sable où vous avez vos interfaces qui sont déjà créées. Donc, c'est la partie en dessous de la partie noire. Imaginons que ce soit vos différents composants. Et vous voyez qu'il y a différents composants qui vont avoir des choses en commun. Peut-être des couleurs, peut-être des espacements, peut-être d'autres choses. Et la partie noire en haut, c'est un peu comme votre panneau de contrôle qui peut vous permettre un petit peu de faire un changement. Vous touchez 2-3 potards, vous touchez 2-3 boutons, et puis là, vous voyez un impact à grande échelle sur vos interfaces. Eh bien, aujourd'hui, il y a des outils qui commencent à émerger où, comme tu as tout mis sous forme de variable, si tu mets un bouton qui va changer la variable couleur globale auquel j'ai associé du violet, eh bien, si je touche, par exemple, le slider Accent Hue ici, par exemple, eh bien, je verrai l'impact, ce serait plus du violet qui serait à 5 ou 6 endroits dans mon interface, mais tout de suite, je verrai l'impact d'une décision design appliquée à différents endroits. Et en tant que designer, ça me permet de faire du meilleur travail parce que j'ai une vision à grande échelle. Et cette vision à grande échelle, il faut la garder en tête parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus les choses pour un seul type d'écran, une seule taille d'écran. On fait multiplateforme et les tailles d'écran, on ne pourra jamais contrôler ça. Enfin, il faut avoir une vision à grande échelle et il faut des outils et il faut une manière de travailler qui va avec. Et par exemple, on a le cas du multimarque. Donc, prenons... par exemple, prenons Carrefour. Carrefour, comme on disait tout à l'heure, il y a Carrefour France, Carrefour Brésil. Enfin, bref, c'est une entreprise qui est absolument internationale. Et en fonction des marchés,
il y a des choix de couleurs qui vont devoir être faits. Hein. Le rouge sur le marché asiatique n'a pas la même valeur que le rouge sur le marché occidental. Ça véhicule pas la même chose. Eh bien, on va donc avoir, imaginons vous avez le site web de Carrefour en Chine et le site web de Carrefour en France. Globalement, entre les deux sites web, à part les couleurs, les choses doivent pas forcément changer. Les espacements dans mes boutons, je vais pas les faire changer entre le marché chinois et le marché occidental. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc en fait, nos deux sites web, là ici, on va dire qu'il y en a 3. Il y a 3 contextes différents. Mais en fait, ces 3 contextes différents vont partager des choses visuelles qui sont communes, comme par exemple les dimensions. Donc c'est toute la notion de taille et d'espacement entre mes éléments sur mon interface. Et puis par exemple, toute mon iconographie. Mon icône poubelle, si j'ai envie de supprimer quelque chose qui est dans ma liste d'achat, il va pas changer entre le marché chinois et le marché français normalement. Donc ça veut dire que je vais avoir une librairie core qui sera commune à différentes marques. Et par contre, chaque marque aura quelque chose de précis, par exemple la typographie et le thème de couleur. Et donc, une fois de plus, avoir une vision globale, ça va vous permettre de vous dire, ok, selon mes marchés, selon mon site, selon ma marque, selon X contexte, j'ai des choses qui vont se répéter. Eh bien, les choses qui se répètent, je les isole. Comme ça, si j'ai besoin de faire le changement, je peux le faire qu'à un seul endroit. Et ça, c'est pas du design, c'est pas du dev, c'est de la logique qui peut être appliquée juste à une équipe produit qui doit créer ou maintenir une interface. Donc, ça va quand même aussi au-delà des produits digitaux, c'est-à-dire que là, on a beaucoup parlé de ce qui se passait sur un écran, mais coucou Alexa ou j'en sais rien, l'odeur de la boulangerie du quartier. Bon, l'odeur c'est un petit peu différent, ça, on pourrait dire ça me fait penser à une marque, mais bon, quand vous passez devant un McDo, devant un Subway, vous fermez les yeux, globalement vous savez que c'est l'odeur du McDo ou l'odeur du Subway. Est-ce qu'un token c'est une odeur? Ça, vous avez 3 heures, et bienvenue. Allez, bon, c'est le bac quoi. Mais il y a des sons. Demain vous envoyez un texto sur iOS, vous fermez les yeux, c'est Apple. Donc les tokens, c'est pas que quelque chose de visuel. Il y a aussi d'autres types d'éléments qui vont vous faire penser à une marque. Le son d'intercom quand il y a des gens qui vous posent des questions, le son d'une notification Slack. Il y a des choses qui font partie d'une marque qui sont pas visuelles. Et on pourrait se dire, nouveau type de token, du son, qui serait peut-être basé sur un autre format, le MP3 par exemple. Mais voilà, les tokens, ça peut aller un petit peu plus loin. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, à notre habitude, à chaque meet-up, en fait, on fait gagner un bouquin. Et donc, pour aujourd'hui, on a choisi que ce serait Lucas qui gagnait le bouquin. Donc, je te prie de tendre la main derrière toi. Tu vois, tu as une enveloppe et cadeau. Merci à tous pour votre présence. Merci Louis pour cette magnifique présentation. Et une très bonne soirée à tous. On va continuer à discuter autour de petits verres.